Les L5, les Watford, les DS, Pearl, Tribal King, Ilona Mitrosay, que sont devenus les artistes qui ont sorti des hits qui nous ont marqués pendant les années 2000. Les amis, installez-vous bien confortablement, prenez un truc à boire et à manger, et mettez bien le volume à fond aussi parce qu'on va écouter pas mal de musique dans cette vidéo. Mais avant ça, est-ce qu'il y en a parmi vous qui, comme moi, passent pas mal de temps sur les jeux mobiles, dans les transports, le soir sur le canapé? Eh bien sachez qu'il existe une appli où, en plus de passer un bon moment, vous pouvez gagner des petits sous-sous, et ça s'appelle Freecash. Alors, qu'on soit bien d'accord, ça va pas vous rendre millionnaire, et ça remplace pas un vrai travail. Mais si vous aimez jouer à des petits jeux sur votre téléphone, autant que ça vous rapporte un peu. Le principe est super simple, Freecash c'est une plateforme gratuite sur laquelle vous pouvez gagner de l'argent en jouant à des jeux, en répondant à des sondages ou en réalisant différentes missions. D'ailleurs, ce qui m'a rassuré avant de tester, c'est que la plateforme est notée 4,7 sur Trustpilot. Je vais vous montrer rapidement comment ça fonctionne, ça prend 2 minutes de s'inscrire. Une fois que c'est fait, n'oubliez pas d'activer le suivi des applications avant de jouer pour pouvoir recevoir vos récompenses. Et ensuite, vous avez le choix entre plusieurs jeux très sympas. Moi j'ai choisi le solitaire version Disney, et l'avantage c'est que plus tu joues, plus tu débloques des récompenses, et au fur et à mesure que tes gains s'accumulent, tu peux les récupérer de plein de façons différentes. Sur PayPal, carte cadeau Amazon, et le plus cool c'est que tu peux encaisser tes sous-sous à partir de 25€. Et moi je vais continuer d'utiliser l'application encore quelques jours pour voir combien je peux cumuler au total. Pour tous ceux qui aiment jouer à des jeux sur leur téléphone, autant utiliser Freecash, parce qu'en plus de ça, si vous vous inscrivez via mon lien qui est en description, en commentaire épinglé et sur ce QR code, vous allez recevoir un bonus de bienvenue de 10€ dès la première offre complétée. Voilà, c'est trop génial. Merci à Freecash d'avoir sponsorisé cette vidéo. Nous sommes le 20 septembre 2001. La France et plus particulièrement M6 est en pleine folie de la télé-réalité. Quelques mois plus tôt, Love Story a complètement bouleversé le paysage audiovisuel et c'est comme ça que la chaîne adapte un nouveau concept venu de Nouvelle-Zélande et lance Popstar, le tout premier télécrochet de télé-réalité en France. Au lieu de simplement élire un gagnant, les téléspectateurs suivent semaine après semaine la création d'un groupe de musique. Et c'est la première fois que le public découvre les coulisses de l'industrie musicale. Des milliers de jeunes femmes passent les auditions partout en France devant un jury composé de plusieurs figures importantes de la musique. Et si pour cette première édition, l'émission cherche à créer un groupe 100% féminin, ce n'est pas un hasard. Depuis le raz-de-marée des Spice Girls à la fin des années 90, la France rêve elle aussi d'avoir son propre groupe de filles. Alors pour l'histoire, il y en a pas mal qui ont essayé, mais aucune qui a réussi à percer. Et parmi les candidates de cette première édition de Popstar, on peut retrouver Jessica Marquez, Karina Dadou ou encore Myriam Abel, qui se feront connaître dans la Star Academy et la Nouvelle Star. Mais ce sont finalement Alexandra, Claire, Coralie, Lydie et Marjorie qui sont choisis pour former le groupe L5. Je sais pas s'il y en a qui étaient comme moi, mais quand j'étais gosse, je chantais pas les bonnes paroles. Au lieu de dire en moi réunis, je disais en noir et unis. Et il y a une semaine, je suis allé voir Mogiz sur scène et à un moment donné, il lance un karaoké des L5. Donc j'ai vu les vraies paroles et je vous confirme qu'on ne dit pas non plus l'amour c'est sexy, mais glamour et sexy. Voilà, Louison le dyslexique. Après, il y avait aussi d'autres paroles possibles pour cette chanson, à vous de voir ce que vous préférez. Je me le péage, moi changer un pneu, mais quand un alliage, j'habite rue de Rivoli, j'habite rue de Rivoli. La toute première version de la chanson a été écrite par Ophélie Winter et son frère Michael, sauf qu'ils se sont pas trop foulés pour les paroles. Sous influence devient ce que l'on veut bien faire d'elle. La chance se place à côté. Il y a des mots, mais c'est hallucinant. Il y a des trucs, qu'est-ce que tu veux faire comprendre? Voici l'ancienne version. N'aie pas peur de jouer, viens laisse-toi guider. La partie n'est pas gagnée, n'aie pas peur de tenter de te mesurer. Au dernier moment, les paroles sont complètement réécrites par les auteurs-compositeurs Dorian et Maïdi Roth. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'était elle qui avait fait le générique de fin de Plus belle la vie. Elle était apparue dans des épisodes aussi, enfin, on me l'a dit, je regardais pas Plus belle la vie. Et bref, le résultat dépasse toutes leurs attentes. Toutes les femmes de ta vie se vend à plus d'1,6 million d'exemplaires et le premier album dépasse lui aussi le million de ventes.
coup, qu'est-ce qu'elles sont devenues après ce gros succès? Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent que le groupe s'est à peu près arrêté là, alors que pas du tout. En fait, le groupe il a duré pendant 7 ans. Et d'ailleurs, cette année, ça fait 25 ans que la marque L5 est toujours active. En 2002, leur deuxième album dépasse les 300 000 ventes, grandement aidé par le lancement de la deuxième saison de Popstar, dont on va parler juste après. Certaines chansons sont d'ailleurs adaptées de titres suédois, dont une que tous les fans d'Undo Stress risquent de reconnaître immédiatement. Malgré ce succès, les ventes commencent à baisser. En 2004, elle tente de relancer la machine avec un troisième album, Turbulence, un titre finalement assez prémonitoire parce que l'album est un échec commercial. Les années de tournée, les répétitions intensives, la pression médiatique et les relations de plus en plus compliquées avec leur maison de disques finissent par peser sur le groupe. Louise et Joseph révélera plus tard que leur contrat était tellement mauvais que malgré des millions de disques vendus, elles ont finalement gagné très peu d'argent et qu'elle a même dû vendre des meubles de son appartement pour pouvoir vivre. Il y a aussi des tensions qui vont apparaître entre certains membres du groupe, alors c'est à prendre avec des pincettes, c'était des rumeurs à l'époque, mais alors qu'elle préparait un dernier album qui était un best-of, Claire quitte le groupe. À l'époque, une rumeur affirme qu'elle serait partie en voyage sans prévenir pendant le tournage d'un clip et que les autres auraient interprété son absence comme un départ définitif. Le clip aurait donc été tourné sans elle et à son retour, elle aurait appris qu'elle ne faisait plus partie du groupe. Bon, quoi qu'il en soit, les L5 se retrouvent au complet en décembre 2006 sur M6 pour annoncer la séparation officielle du groupe. Et en fait, ça collait avec la fin de leur contrat avec Universal qui a duré pendant 7 années, un contrat très long. Alors elles vont toutes plus ou moins essayer de se lancer en solo, mais parmi les 5 membres, il y en a une qui va avoir un petit peu plus de succès que les autres. Assis par terre, voir le monde qui défile et l'avoir pour domicile. Qu'un bout de trottoir assis par terre et être obligé de dire merci pour un euro ou même moi et être seul à tendre la main. Lydie, devenue Louise et Joseph, sort son tout premier album produit par Pascal Obispo, seulement quelques mois après la fin du groupe. Et le pari était très réussi parce que moi quand j'étais petit, j'avais pas du tout capté que Lydie des L5 et Louise et Joseph c'était la même personne. Par la suite, elle va poursuivre sa carrière avec 3 albums, elle participera à Danse avec les stars et rejoindra le collectif Tropical Family, et même si les autres membres ont toujours affirmé qu'elles étaient très contentes pour elle, au fil des années il y a quand même quelques pics qui vont être échangés par médias interposés. Certaines reprochent à Louisie d'avoir préparé sa carrière solo alors que l'aventure des L5 n'était pas totalement terminée. Marjorie expliquera notamment qu'elle avait progressivement coupé les ponts avec le reste du groupe, qu'elle ne donnait plus vraiment de nouvelles et qu'elle semblait surtout concentrée sur son projet d'album. Elle regrettera que Louisie ait parfois cherché à s'éloigner de l'époque des L5 tout en reconnaissant qu'elle avait toujours été la plus déterminée à réussir en solo. Et c'est vrai que Louise et Joseph a toujours essayé plus ou moins de s'éloigner de l'image des L5 parce que depuis les années 2010, il y a plusieurs membres qui vont reformer régulièrement le groupe, parfois à 2, parfois à 3, parfois à 4, parfois avec de nouvelles chanteuses, au point qu'au bout d'un moment on savait plus vraiment qui faisait partie des L5. Les filles proposeront plusieurs fois à Louisie de revenir mais elle refusera toujours, tout en les encourageant. Selon elle, reformer les L5 ça n'avait pas d'intérêt parce que ça proposait rien de nouveau au public. Elle dira aussi que si certains membres souhaitaient relancer le groupe, c'est parce que leur projet personnel n'avait pas rencontré le succès espéré. Claire participera à The Voice avant de devenir prof de chant, Coralie sera auxiliaire de vie, Marjorie, elle, apparaîtra dans Maman est célèbre. Alors, il y a aussi eu une petite période un petit peu compliquée. Je sais, je vous vois, bande de fouines, vous avez que hâte que je parle de ça. Je précise que je me permets d'en parler parce que les principales concernées en ont déjà parlé publiquement. Est-ce que vous êtes prêts pour le casse-tête familial? Alors, Marjorie était en couple avec le frère d'Alexandra, avec qui elle a eu un enfant. Alexandra, de son côté, a eu un enfant avec un autre homme. Puis, après leur séparation respective des deux côtés, Marjorie s'est mise en couple avec l'ex d'Alexandra. Et après, ils ont eu un enfant ensemble aussi. Les feux de l'amour. Donc en gros, Marjorie, qui était la tata de l'enfant d'Alexandra, est devenue sa belle-mère, et les enfants d'Alexandra et Marjorie, qui sont cousins, ont désormais un demi-frère en commun. Vous vous doutez bien que les repas de famille, ça devait être un petit peu compliqué. Forcément, ça a créé des tensions. Alors il y a quelques années, elles ont expliqué qu'elles étaient plus amies, mais qu'elles entretenaient une relation professionnelle saine. Alexandra a réussi à passer au-dessus de ça pour le bien du groupe, et je vous le dis, j'ai été les voir sur scène il y a quelques mois, c'est top ce qu'elles font, franchement c'est vraiment bien, j'ai beaucoup aimé. J'ai pu aussi les voir en coulisses et y a pas de lézard hein. Et puis de toute façon ça nous regarde pas, c'est leur histoire personnelle, moi je trouve ça super chouette qu'elles aient réussi à faire la part des choses. Aujourd'hui elles profitent à fond de la nostalgie des années 2000, elles font beaucoup de scènes et aujourd'hui elles se produisent uniquement à 3, Marjorie, Coralie et Alexandra. Elles ont même annoncé un concert au Dôme de Paris en février 2027 et alors qu'on ne s'attendait plus du tout à les revoir les 5 réunis, il y a quelques jours un événement complètement improbable les a rassemblés. La Patte Patrouille. Elles ont enregistré un titre pour la BO du film. Parfois j'ai besoin de toi, des fois où je baisse les bras, encore et encore, toi tu es là, encore et encore tout près de moi.
vrai, je vous avoue que je voyais pas le lien entre Pat' Patrouille et les L5. Je me doute qu'elles ont dû toucher un gros chèque, mais je voyais pas pourquoi la Paramount les avait choisies, elles. Et en fait, ça peut faire sens parce que déjà aux États-Unis, c'est les Backstreet Boys qui ont chanté la bande originale, et puis les fans des L5 de l'époque sont aujourd'hui devenus mamans. Elles vont aller voir le film avec leurs enfants. Les mamans retrouveront le groupe qui les a marqués à l'époque. En revanche, cette réunion reste totalement exceptionnelle. Sur scène, le groupe continue de se produire à 3. D'ailleurs, lors de leur passage dans le quotidien, Yann Barthès a beaucoup insisté pour comprendre pourquoi elles n'étaient pas 5 en tournée. On n'a pas eu la réponse, mais je suppose que contractuellement, ça doit être un petit peu compliqué aujourd'hui. Parce qu'elles ont pas le même producteur, et puis mine de rien, ça fait quand même quelques années que ça fonctionne plutôt bien à 3, donc pourquoi prendre le risque de tout bousculer? Bon, dans tous les cas, 25 ans plus tard, Toutes les femmes de ta vie reste un tube que tout le monde connaît encore par cœur, ce qui n'est pas forcément le cas du groupe dont on va parler tout de suite. On est en 2002, après l'immense succès des L5, M6 remet le couvert avec une deuxième saison de Popstar. Cette fois-ci, ce sont Cyril, Nicolas, Erika et Monia qui remportent l'aventure et forment le groupe What For. Et ils étaient à ça d'avoir un autre nom à cause du très problématique Bruno Vandelli. Quadricolore, ils sont 4 couleurs primaires. Ces 4 couleurs, tu voulais 4 couleurs de la France d'aujourd'hui, mais elles sont là. Pour cette saison, on met les gros moyens en place, enregistrement dans de prestigieux studios à New York. Nile Rodgers participe même à la guitare dans le deuxième single, guitare qu'on n'entendra finalement pas trop dans la version finale. Ils avaient tellement de budget que je me souviens que leur CD, c'était un CD transparent et bleu, il était trop stylé. Mais bon, malgré tous les moyens mis en place, la magie n'opère pas. Les ventes sont pas du tout catastrophiques, mais ça reste très loin de celles des L5 parce que les radios boudent le groupe, au point que leur label leur envoie des messages pour les convaincre de diffuser les titres. Et pendant ce temps-là, une autre candidate de cette saison, Chimène Badi, va connaître un destin bien différent et deviendra finalement la révélation de cette saison Popstar. L'album dépasse les 400 000 ventes, largement au-dessus des 100 000 exemplaires prévus au contrat pour enregistrer un deuxième disque, mais contre toute attente, les candidats eux-mêmes décident d'arrêter le groupe. Alors pourquoi ça n'a pas marché et puis qu'est-ce qu'ils sont devenus? J'ai écouté des interviews individuelles de Cyril, Erika et Nicolas, et bizarrement ils racontaient tous les trois la même chose. Même s'ils ont bien aimé certains aspects du programme, cette période a quand même été extrêmement douloureuse pour eux. Selon eux, l'émission privilégiait avant tout le côté télé-réalité. Erika passait pour celle qui faisait toujours la tête, Monia pour celle qui criait tout le temps, et résultat, ils recevaient beaucoup de haine. Bah oui, mais arrête de dire que j'ai pris les fringues Québec. On t'a fait essayer plein de fringues, t'as rien voulu mettre. Moi j'ai fait un effort, je crois que je lève ce pantalon, j'en ai plus rien à foutre de ce pantalon. Évidemment, tu filmes 24 heures sur 24 des jeunes. Il y a des passages où ça peut... Si tu mets que des passages négatifs, ça peut être genre l'horreur, tu vois. Évidemment, on va s'embrouiller. Évidemment, je vais pas aimer un truc, mais si tu montres que ça, les gens te voient comme ça. Il raconte même qu'il redoutait chaque jeudi, le jour de diffusion de l'émission, parce qu'il savait que les images choisies allaient encore les faire passer pour les méchants de l'histoire. En plus de ça, aucun d'eux ne se retrouvait vraiment dans la musique qu'ils faisaient. Cette image de groupe préfabriqué leur collera à la peau, autant auprès du public qu'une partie de la presse. Après l'échec du deuxième single, les tournées annoncées sont annulées. Monia confiera qu'ils étaient logés dans des appartements à Paris et que le jour où le groupe s'est terminé, on les a virés. Et c'est comme ça que moins d'un an après sa création, en juin 2003, le groupe se sépare. La maison de disques décide de miser sur Cyril et Erika qui sont en couple, mais là encore, rien ne se passe comme prévu. Leur manager les arnaque, ils perdent de l'argent et leur album ne verra jamais le jour. Par la suite, chacun reprend sa route. Erika devient serveuse, elle garde aussi des enfants, elle suit une formation d'infirmière, elle continue aussi la musique en indé, avant de finalement se consacrer à sa famille. Aujourd'hui, le grand public connaît davantage son visage à travers les vidéos de son mari Carlito, du duo McFly et Carlito, avec qui elle a eu 3 enfants. Certains ne savent même pas d'ailleurs qu'elle était dans les What For. De son côté, Cyril poursuit une belle carrière dans l'ombre en devenant pianiste et directeur musical pour de nombreux artistes. Nicolas est devenu comédien de théâtre, il est aussi formateur d'entreprise, et c'est aussi le cousin de Thomas de Secret Story 4, et il a créé à l'époque avec lui et Benoît le concept Autour des mauvaises sur Énergie 12. Et quant à Monia, vous l'avez peut-être revu, ou plutôt entendu, il y a quelques années dans Les Anges. C'est bon, c'est bon, je te parle, c'est bon. C'est passé pour la carotte que moi je vais défoncer. T'es mort d'enfer. Et toi? Moi j'ai gagné une télé-réalité, il y avait 1 million de personnes qui vendent déjà 1 million de disques en taille. Artiste suivante. Qu'est-ce que j'ai adoré ce son à l'époque et franchement ça m'arrive encore aujourd'hui d'écouter ce superbe groupe de filles composé de Lila, Eden et Philippa qui formaient les DS et qui ont marqué la fin des années 2000 avec leur tube ensoleillé. Mais ce que le grand public savait un petit peu moins, c'est que derrière ce succès se cachait une réalité beaucoup plus sombre qui a très rapidement mené à la fin du groupe. Tout commence en 2006, la trace la plus ancienne que j'ai retrouvée du groupe, c'est ce titre.
Comme vous pouvez le voir à l'époque, les déesses ne sont pas 3, mais 4. Lila et Eden sont déjà présentes, mais ce titre il marche pas trop en métropole. Il cartonne surtout sur le marché afro-caribéen. Quelques mois plus tard, les producteurs recrutent Philippa pour donner un nouvel élan au projet, le groupe signe chez M6 Interaction, et petit à petit on commence à installer quelques petits mensonges autour du groupe. On leur demande en interview de dire qu'elles sont amies depuis toujours, alors que c'est complètement faux. En réalité, le groupe a été entièrement créé par les producteurs quelques mois plus tôt. Le premier album est confié à Keisha, qui compose plusieurs titres. Et d'ailleurs, c'est complètement fou parce qu'en fouinant un petit peu, je suis tombé sur la chaîne de Keisha, et en fait, il faisait des vlogs à l'époque en 2006. Donc si vous cherchez sur sa chaîne des anciennes vidéos, vous allez tomber sur des vlogs des DS qui sont en studio. Je savais même pas que les vlogs ça existait en 2006, trop précurseur le gars. Il a aussi posté le premier clip des DS, et je crois qu'à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup des clips sur YouTube en 2006. Le deuxième single, mais qui va passer pour le premier, est d'abord sorti dans une version beaucoup plus lente, beaucoup plus zouk. Le titre est ensuite remixé et devient rapidement un énorme succès jusqu'à atteindre le top 5 des ventes de singles en France en 2007, ce qui va conduire les filles à sortir leur seul et unique album porté par ces tubes. À ce moment-là, tout semble leur sourire, et on se demande alors pourquoi un groupe qui cartonne va se séparer seulement 9 mois après la sortie du premier album. Pendant longtemps, personne ne connaissait les vraies raisons, avant qu'en 2023, une des membres, Philippa, avec l'accord de Lila et d'Eden, décide de raconter ce qu'il s'est vraiment passé. Elle explique qu'à seulement 18 ans, les 3 chanteuses signent des contrats qu'elles ne comprennent pas vraiment, ce qui arrive assez souvent. Le problème, c'est que, avec leurs producteurs, ça va pas du tout bien se passer. Elles sont constamment surveillées, voire humiliées, et malgré des cachets d'environ 4000 € par concert, elles ne touchent que 250 € en liquide non déclaré. Elles arrivent en limousine dans les boîtes de nuit et repartent en métro, et Philippa raconte que contrairement à Lila et Eden qui vivaient encore chez leurs parents, elle devait payer son loyer, et elle avait interdiction de bosser à côté. Donc la situation va devenir complètement intenable, jusqu'au jour où ça va déraper. Après avoir demandé une avance sur son salaire, elle affirme avoir été insultée puis étranglée par l'un de leurs producteurs. Les chanteuses décident alors de partir dans un autre label, mais selon Philippa, les producteurs tentent de diviser le groupe en proposant une carrière solo à Lila, qui accepte, et c'est comme ça que les DS se séparent. Cette expérience la marque profondément. Pendant près de 2 ans, elle est incapable de chanter, elle perd totalement confiance en elle, elle enchaîne les petits boulots, travaille comme serveuse et entend parfois des clients lui lancer « Eh mais c'est pas la meuf des DS elle ?» Résultat, avec Eden, elle engage ensuite une procédure au prud'homme qui durera 4 ans. Elle récupère une partie de l'argent qui leur est dû, mais le reste ne sera jamais versé après la fermeture de la société de leur producteur. Si Philippa a accepté d'en parler publiquement, c'est avant tout pour prévenir les jeunes artistes et éviter que d'autres vivent la même expérience. Heureusement, aujourd'hui, les 3 membres sont toujours amis. Lila poursuit aujourd'hui une carrière d'artiste indépendante après avoir sorti pas mal de titres ces dernières années, avec beaucoup d'artistes. Elle a aussi eu un enfant avec Larry, l'un des danseurs des Twins, et elle continue à faire pas mal de scènes aujourd'hui. Eden, elle a choisi une vie beaucoup plus discrète et se consacre à sa famille. Et quant à Philippa, elle s'est tournée vers la comédie. On l'a vu dans plusieurs séries sur TF1, mais aussi dans une parodie du Palma Show inspirée de Nouvelle École, où elle incarnait Shai. Et elle est aussi apparue dans Plus belle la vie dans un prime avec Jawad et Xavier Revel, qui sont des personnages de la série, je crois. On me l'a dit. Je regarde pas Plus belle la vie. J'ai des choses à te dire, j'ai laissé des messages et envoyé des emails et des SMS. J'ai des choses à te dire, mais si tu n'entends pas, tu sais tu me taira. J'ai des choses à te dire, des choses qui ne se disent pas sur une messagerie ou avec des SMS. Tant de choses à te dire, mais tu n'es jamais là, s'il te plaît réponds-moi. Alors étonnamment, cette chanteuse, vous avez été hyper nombreux à me demander de parler d'elle. Et moi j'avais complètement oublié cette chanson. Nous sommes en 2004 lorsque Pearl, de son vrai nom Edith Alain Miati, cartonne avec J'ai des choses à te dire, qui en écoutant bien les paroles est en fait une chanson super triste parce qu'elle parle de son mec qui lui répond pas au téléphone parce qu'il est mort. Avant ce succès, Pearl s'était fait remarquer en remportant en 2003 un concours organisé par Skyrock et Sony Music. Le titre est d'abord sorti sur une mixtape avant d'être commercialisé en single l'année suivante. Et ça va être un énorme succès en radio qui va lui permettre d'enchaîner avec d'autres chansons. Malheureusement, ces autres titres vont moins bien marcher et le succès va être finalement assez éphémère. Son album se vend difficilement. Et en fait, en même moment, il y a une fusion entre 2 majors qui vont entraîner la disparition de son label. Son album ne bénéficie d'aucune promotion et ses équipes abandonnent le projet autour d'elle. Qu'est-ce qu'il s'est passé depuis? Qu'est-ce qu'elle est devenue? Eh bah, elle va un petit peu laisser tomber la musique pour se consacrer à la comédie. Elle se forme au cours Florent,
apparaît dans une pièce de théâtre mise en scène par Laurent Ruquier, et en 2012, elle est aussi apparue dans Plus belle la vie, elle jouait le personnage de Laurence, la tata de Jawad, elle était esthéticienne avec Estelle, elle avait une petite aventure avec Guillaume Lézerman. Bon, ok, j'ai un peu regardé Plus belle la vie. Pendant 18 ans. Commencez pas à me tailler dans les commentaires, chacun ses vices, c'est très addictif cette merde, hein, ne tombez jamais là-dedans. Après une dernière tentative dans la musique, sous le nom d'Edith Lamoura, elle va malheureusement traverser un burn-out. Une épreuve qui va complètement changer sa vie au point où elle va même switcher de carrière. Elle se forme à la sophrologie et crée en 2016 sa propre entreprise spécialisée dans le bien-être, la méditation, les massages et la sophrologie. Et plus récemment, en 2024, il y a un post sur LinkedIn qui dit qu'elle est devenue directrice de production chez Grio Kids, une application audio dédié aux histoires et aux cultures africaines et caribéennes destinées aux enfants. On lui souhaite d'aller bien, merci à vous de m'avoir rappelé son titre. Artiste suivant. Nous sommes en 2006 quand les Tribal Kings cartonnent avec le titre Façon Sexe qui grimpe jusqu'à la première place des classements. Et moi je vous en veux un peu les gars parce que en 2006 j'étais en CM2, j'avais été voir ma maîtresse de l'époque pour savoir si on pouvait danser sur Façon Sexe à la kermesse de fin d'année. Et elle m'a puni. Et c'est vrai qu'on écoutait vraiment des titres bizarres quand on était petit. Et après au collège on écoutait à l'horizontale de Kinvey, n'importe quoi. Les Tribal Kings c'est avant tout l'histoire de deux potes. D'un côté on a David alias Meniwan, originaire de la Réunion, et de l'autre côté on a Anthony alias Noni, qui avait déjà tenté sa chance dans la 3ème saison de Popstar en 2003. Il sera pas sélectionné dans le groupe des garçons qui va être composé de Lionel, Otis et un futur Matt Pokora qui d'ailleurs au moment où les Tribal Kings ont connu leur succès ne va pas être très tendre à leur sujet. Quand je vois certains groupes aussi qui sont arrivés pendant que j'étais à Los Angeles, je dirais pas de nom parce que ça me fait marrer. Non. C'est juste quand je vois des sosies ou des trucs, des caricatures, des caricatures, parce que pour moi c'est même pas refaire ce qui est déjà fait, c'est de la caricature de ce qui s'est déjà fait. Tu prends un peu de tout ce qui a marché, tu le mets dans deux bonhommes et... Bon, en même temps, on pouvait pas dire qu'il avait forcément tort parce que du point de vue de nos souvenirs d'enfance c'était trop cool, mais d'un point de vue adulte, ça faisait quand même très cliché. À l'époque, beaucoup avaient l'impression d'avoir affaire à un groupe monté de toutes pièces, sauf que c'était tout l'inverse. Façon Sexe, c'est eux qui l'ont écrite, ils ont enregistré une maquette dans un petit studio et ils ont fait le tour des maisons de disques et des soirées pour se faire repérer avant d'être signés chez Universal. C'est trop génial, ils ont à peine 21 ans, ils connaissent du succès, ils commencent à toucher beaucoup d'argent, en tout environ 500 000 €. Ils pensent naturellement que tout ça va durer pendant très longtemps, sauf que le succès va s'arrêter aussi vite qu'il est arrivé. Noni expliquera plus tard avoir eu beaucoup de mal à vivre cette descente et avoir traversé une période financière très compliquée. Je pensais que j'étais riche moi, donc je dépensais sans compter, et puis tu sais, j'avais 20 ans, donc mes potes n'avaient pas forcément de boulot, donc on sortait tout le temps à Monaco, tout ça, j'habitais sur la Côte d'Azur, donc c'est tout le temps moi qui rinçais, donc ça part vite, ça coûte 2000 € par soir, ça va vite, les fringues, tout ça, moi je suis un fou des fringues, donc les jeans à 1000 €, tout ça, les voyages, les voitures, les impôts après qui viennent et qui te Ah bah oui, les impôts forcément, mais je veux dire, t'avais pas pensé à ce moment-là, tu n'avais pas pensé à mettre de côté ou à investir? Alors écoute, si, je me suis dit, moi ce que je me suis dit c'est que je vais en faire plein des tubes, donc je me suis dit j'ai le temps, et après je peux te dire même une connerie de jeunesse encore pire que j'ai faite, c'est que mon producteur m'a dit on va te faire un crédit justement pour pouvoir payer tes impôts, tu n'y touches pas, c'est juste pour payer tes impôts, et moi qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris cet argent et je venais de rencontrer une fille, je suis parti à New York 10 jours avec elle et j'ai claqué 10 000 €. Aujourd'hui j'en rigole, mais... Pourquoi tu parlais d'un crédit pour payer tes impôts? Justement parce que j'avais plus de sous, et donc déjà il fallait que je fasse un crédit pour payer mes impôts. Ah, t'avais pas prévu le coût, t'avais pas prévu que les impôts allaient passer par là? Alors si, j'avais mis un truc comme 50 000 € de côté, payé, mais c'était plus que ça. C'était combien les impôts? Moi j'ai déjà payé au moins, 70 000 € d'impôts là. Et j'en dois encore, aujourd'hui je suis endetté. Ils tenteront de revenir avec un nouveau titre, puis sous un autre nom, mais ça marchera pas. En 2017, Noni est à 2 doigts d'intégrer Secret Story, et là non plus ça marche pas. Et comme ils ont qu'un seul titre qui a vraiment marqué les gens, depuis, ils surfent dessus, ils continuent de vivre de leurs titres parce que c'est eux qui l'ont écrit, ils touchent des droits d'auteur dessus. Et depuis plusieurs années, on les retrouve sur les tournées et les concerts consacrés aux années 2000, on les revoit régulièrement, ce qui n'est plus du tout le cas de l'artiste dont on va parler tout de suite, qui a complètement disparu des radars.
Nous sommes en 2005 et à cette époque, les chansons enfantines interprétées par des personnages ou des enfants sont partout. Mais la star incontournable de toutes ces chansons fictives, c'est définitivement Ilona Mitrosé. Elle n'avait que 11 ans et c'était impossible de ne pas entendre au moins une seule fois par jour une de ses musiques. Vous allez voir que son histoire elle est assez folle et pour vous la raconter, il faut que je vous ramène en Italie 2 ans plus tôt. Depuis des décennies, les Italiens adorent les voix françaises sur les titres disco, dance ou techno, et c'est comme ça que 2 ans plus tôt, en 2003, un DJ français installé là-bas cherche une voix de petite fille française pour l'une de ses productions. Il contacte alors son ami Dan Mitrosé, musicien, qui accepte de faire enregistrer sa fille Ilona, alors âgée de seulement 9 ans. À l'époque, personne n'imagine une seule seconde que la chanson puisse devenir un succès, c'est pour ça qu'Ilona garde son prénom et son nom de famille. Le titre sort discrètement en Italie, ça va rencontrer un petit succès en discothèque, mais ça va surtout tomber entre les mains d'Henri Bellolo, le cofondateur des Village People et l'un des producteurs les plus influents de la musique dance en France. Convaincu du potentiel du morceau, il tente de la faire diffuser en radio, sauf que tout le monde refuse, et il se dit ok c'est pas grave, on va changer de stratégie. Avec M6, ils font appel à un spécialiste de l'animation qui s'appelle Stéphane Mitt, c'est lui qui va dessiner le personnage d'Ilona pour créer le clip de la chanson entièrement en images de synthèse représentant Ilona. Et à force de diffusion du clip et suite à des ventes à succès de DVD, le CD Un Monde Parfait va exploser. Plus d'1,5 million d'exemplaires sont vendus, c'est le single le plus vendu de l'année 2005 en France, mais aussi de toute la première décennie des années 2000, c'est complètement fou. Ce titre devient le 12e single le mieux vendu de tous les temps en France, record qui a été battu en 2014 par la chanson Happy de Pharrell Williams. Résultat, son tout premier album enchaîne les tubes avec pas moins de 5 singles classés dans le top 10. Son père Dan fait aussi enregistrer son frère et sa sœur, forcément c'est des records qui impressionnent surtout pour son jeune âge. Moi j'ai des souvenirs de la voir sur le JT de TF1, sur France 2, dans le Hit Machine sur M6, et alors qu'elle est au sommet de sa popularité, Ilona Mitrosé décide de prendre une décision inattendue. En 2007, elle a 14 ans, et elle décide d'arrêter la musique. En 2019, il y a d'anciens membres de son équipe qui vont relancer le projet Ilona, mais sous une autre forme avec une autre voix, et surtout sans la participation d'Ilona Mitrosé. Parce que depuis toutes ces années, elle s'est vraiment fait très discrète et c'est vraiment très difficile de retrouver sa trace. En réalité, on sait vraiment très peu de choses sur ce qu'elle est devenue. Elle ne s'est exprimée qu'une seule fois dans les médias en 2014. Elle y expliquait que le succès d'Un Monde Parfait lui avait permis d'être financièrement à l'abri pour un petit bout de temps et qu'elle en profitait pour voyager. Autre petite anecdote qui n'a rien à voir, mais Ilona Mitrosé, c'est la petite fille du cofondateur de l'émission Fort Boyard. Vous voulez encore une anecdote? Eh ben en voici une. Rachid Arabe, c'est son beau-père. D'ailleurs, il révélera plus tard que cette disparition médiatique en 2007 ne s'était pas faite par hasard. À l'époque, la célébrité lui avait valu de nombreuses moqueries au collège et au lycée, une période psychologiquement très difficile à vivre. Mais il précise aussi qu'aujourd'hui, tout va mieux. Elle a 32 ans, elle travaille dans le milieu du cinéma, et encore une fois, c'est vraiment impossible de la retrouver parce qu'il n'y a aucun réseau social qui sont sous son nom Ilona Mitrosé, et elle est vraiment invisible sur internet. La seule trace que j'ai retrouvée, c'est celle de sa sœur, qui chante beaucoup, qui a été choriste sur l'émission de The Voice. Donc voilà, je comprends totalement son choix de rester dans l'ombre, mais j'avoue que j'aurais bien aimé avoir plus d'anecdotes sur cette époque, plus d'infos sur ce que ça fait en fait d'avoir une célébrité aussi intense à ce jeune âge. Donc si par le plus grand des hasards, il y a des gens qui ont des infos sur elle, ou si Ilona, tu tombes sur cette vidéo, et seulement si t'en as envie bien sûr, j'ai des petites idées de format qui peuvent arriver, ça pourrait être sympa d'avoir un peu plus d'infos sur ce sujet, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM sur Insta si vous avez des infos. Les amis, on est sur la fin de cette vidéo, j'ai trop hâte de pouvoir rallumer mon ventilo, je crève de chaud. Dites-moi dans les commentaires c'est quel titre que j'ai passé dans cette vidéo qui vous a le plus marqué. J'ai laissé un peu de musique dans cette vidéo, voilà, je voulais vous faire kiffer, démonétisation c'est pas grave. Donc merci beaucoup à Fricage d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si vous voulez recevoir un bonus de 10 € dans votre cagnotte, n'hésitez pas à vous inscrire via mon lien en description, en commentaire épinglé et sur ce QR code. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo qui va parler des tubes de l'été des années 90.